d'âge scolaire et donc finalement, comment devrons-nous mener à bien sa nutrition et donc quels sont ses besoins. Donc, l'alimentation de l'enfant qui est un élément clé puisqu'elle participe au développement physique, cognitif et social des enfants. Elle permet également à ces enfants d'avoir une croissance et un apprentissage optimal. Et puis, bien sûr, elle prévient des carences nutritionnelles et réduit le risque des maladies chroniques. Notre rôle, nous, médecins, c'est de promouvoir des comportements alimentaires sains et éclairer les familles sur l'importance d'une nutrition adéquate. Donc, une alimentation équilibrée veut dire la prévention des carences et également la prévention des excès, un bon état de santé et par conséquent, donc une croissance harmonieuse, un bon développement psychomoteur et la prévention des maladies. Lorsqu'on parle d'un besoin nutritionnel, ceci veut dire quels sont les apports adéquats qui vont assurer à l'individu sa maintenance, c'est-à-dire son métabolisme de base, ses pertes basales, urinaires, fécales, cutanées, fanériennes, quels sont ses besoins qui lui permettent d'avoir une activité physique optimale et qui lui permettent d'avoir une croissance optimale. Quand on parle de besoins nutritionnels, c'est clair qu'ils sont variables puisqu'ils dépendent de l'âge de l'enfant, de son activité, de son caractère génétique, de ses habitudes alimentaires et de sa vitesse de croissance. Et bien entendu, il y a des définitions ou des termes qu'on doit connaître également. C'est la notion de besoin minimal, la notion de besoin moyen ou souhaitable et la notion d'apport nutritionnel conseillé ou bien recommandé. Lorsqu'on parle d'un besoin nutritionnel minimal, c'est la plus petite quantité d'un nutriment qu'un enfant ou un sujet devrait avoir pour justement maintenir ses fonctions à un état physiologique normal. Donc, c'est une variable qui concerne l'individu, un seul individu. Lorsqu'on parle d'un besoin moyen ou d'un besoin souhaitable, c'est en fait la résultante de l'observation de la consommation alimentaire spontanée d'un groupe d'individus qui est en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, on voit un groupe d'individus ou un échantillon ou bien un échantillon d'individus qui sont en bonne santé et on voit quels sont les besoins ou combien, qu'est-ce que ces individus mangent pour être en bonne santé. Ensuite, lorsqu'on parle d'un apport nutritionnel conseillé ou bien recommandé, c'est en fait la quantité d'un nutriment suffisante pour que toute la population soit en bonne santé. Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est l'apport nutritionnel recommandé pour que la population soit en bonne santé. Alors, bien entendu, les besoins, ils sont à différents niveaux. On a besoin d'énergie, on a besoin de protéines, on a besoin de lipides, on a besoin d'oligo-éléments, de vitamines, etc. Donc, si on commence par le besoin énergétique, d'abord les besoins énergétiques, donc l'être humain a besoin d'une énergie ou l'énergie qui lui permet justement d'équilibrer ses dépenses. C'est-à-dire un enfant qui est en bonne santé, il a des dépenses, il lui faut donc son alimentation doit absolument lui fournir une énergie qui compense ses dépenses. Bien sûr, l'unité courante, c'est le kilocalorie. Alors, quelles sont ces dépenses? Les dépenses sont à différents niveaux. Vous avez les dépenses énergétiques de repos qui sont chez l'enfant d'âge scolaire aux alentours de 30 à 40 kilocalories par kilo et par jour. Et vous avez les dépenses qui sont inhérentes à la thermorégulation, sachant qu'à chaque fois que la température d'un individu augmente de 1 degré, il y aura une augmentation des dépenses d'énergie de 10%. Et puis, il y a le coût énergétique de la croissance elle-même, sachant qu'un nouveau-né, ce qui n'est pas le thème d'aujourd'hui, un nouveau-né a besoin de 20 à 25% d'énergie pour sa croissance et à la puberté, on a besoin de 5% d'énergie. On dépense 5% d'énergie uniquement pour la croissance et bien entendu, il y a des dépenses d'énergie qui sont dues à l'activité physique. Alors, si l'énergie, d'où est-ce qu'on va la voir? C'est bien entendu, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Bien entendu, la plus grosse portion d'énergie, c'est les glucides qui nous l'apportent, puisque 50 à 55% de l'apport énergétique journalier est apporté par les glucides. Les lipides apportent 30 à 35% de cet apport énergétique journalier et les protéines participent également à l'énergie, mais uniquement dans 10 à 15% de proportion. Alors, chez l'enfant d'âge scolaire, il faut 80 à 90 kilocalories par kilo et par jour d'énergie. Alors, comment on va l'apporter cette énergie? On commence par les glucides. Les glucides, bien entendu, il faut donner la bonne quantité
et la bonne qualité. La bonne quantité, il faut l'équivalent de 10 à 12 grammes par kilo et par jour de glucides. Et puis, en qualité, il faut apporter du lactose, du galactose, qui sont des glucides de très, très importants puisqu'ils participent à au développement cérébral et voilà. En ce qui concerne les protéines, bien entendu, ils ont des rôles multiples. Le rôle dans le métabolisme rénal des déchets azotés. Ils ont un rôle structurel puisqu'ils permettent la biosynthèse des membranes cellulaires, de l'os, du tissu conjonctif et également des muscles. Et ils ont un rôle dans la fonction puisqu'ils permettent la biosynthèse des protéines de transport, les enzymes et les hormones. Et puis, bien entendu, ils jouent un rôle prépondérant dans la croissance staturo-pandérale. Alors, la quantité, c'est 1 à 2 grammes par kilo et par jour. Et bien entendu, il est impératif d'apporter les aminoacides essentiels qui ne sont malheureusement pas synthétisés par l'organisme et c'est uniquement une alimentation équilibrée qui pourra vous les apporter. Sachant que tous les aminoacides doivent être apportés à une bonne quantité, à une bonne concentration, puisque si l'un des aminoacides est réduit, donc les autres aminoacides ne seront pas bien utilisés par l'organisme. C'est ce qu'on appelle la notion du facteur limitant. Donc, il nous faut tous les aminoacides et à une quantité adéquate. Alors, si on prend en chiffre donc un enfant d'âge scolaire, il devrait recevoir au moins 1 à 1,1 g par kilo par 24 heures de protéines. Alors, vous allez me dire quel type de protéines? Ben, je vous dirais, les protéines, c'est des protéines animales, des protéines végétales, mais en général, on préfère les protéines d'origine animale parce qu'ils ont une meilleure valeur biologique. Mais il faut savoir que donc si on donne à un enfant un œuf complet, eh ben, il a une valeur nutritive qui est maximale. Donc, l'œuf, il est très, très bon. Après, les protéines d'origine végétale, également, quand on parle des légumineuses, apportent des protéines, bien que, et donc la valeur, c'est-à-dire il y a les protéines donc, contenues dans les légumineuses sont de bonne qualité, mais moins bien que les protéines d'origine animale, parce qu'en fait, l'organisme prend ce qu'il veut de ces protéines d'origine végétale, mais la majorité de ces protéines sont rejetées par l'organisme. Donc, on préfère, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas consommer des protéines d'origine végétale, mais du point de vue valeur énergétique ou valeur plutôt biologique, on préfère les protéines d'origine animale. Alors, pour ce qui est des besoins en lipides, d'abord, les lipides également ont un rôle donc à différents niveaux. Ils ont un rôle structurel puisqu'ils permettent donc la biosynthèse du revêtement cutané. Ils ont un rôle dans les phanères, dans les membranes cellulaires, le tissu nerveux et la rétine. Ils ont un rôle énergétique puisqu'ils représentent une réserve d'énergie. Ils jouent un rôle métabolique puisqu'ils permettent la biosynthèse des acides biliaires, les hormones stéroïdiennes, les leucotriènes et les prostaglandines. Et ils ont également un rôle de transport puisqu'ils véhiculent les vitamines liposolubles. Alors, la quantité, c'est au moins 3 à 4 grammes par kilo et par jour. Et puis, on insistera sur la nécessité d'avoir ce qu'on appelle les acides gras insaturés, qui sont des acides gras essentiels. Là aussi, non synthétisés par l'organisme, il n'y a qu'une alimentation équilibrée qui pourra vous les apporter. C'est l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, donc l'oméga 6 et l'oméga 3. Pour ce qui est donc de l'apport hydrique, il faut savoir que l'enfant, sa surface corporelle contient en majeure partie de l'eau, donc 70% par exemple, 70% de la surface corporelle d'un nourrisson est composée d'eau. Donc, donc l'eau est essentielle chez l'enfant. Alors, on a besoin donc au moins de 85 à 95 millilitres par kilo et par jour d'eau uniquement pour assurer la maintenance, c'est-à-dire les pertes cutanées, les pertes respiratoires, les pertes urinaires et les pertes fécales. Et puis, on a besoin d'au moins 40 cc par kilo et par jour donc d'eau pour assurer donc la croissance. Alors, si on prend l'enfant d'âge scolaire, il faut savoir que plus l'enfant est jeune, plus ses besoins en eau sont élevés. Et plus l'enfant grandit, plus ses besoins en eau vont donc diminuer progressivement pour être aux alentours de 55 millilitres par kilo et par jour chez l'enfant au-delà de l'âge de 5 ans.
On passe maintenant aux minéraux. Donc, il y en a plusieurs. Vous avez le calcium, vous avez, donc on commence par le calcium qui est essentiel puisque c'est lui, la biosynthèse de l'os, c'est lui. 99% du calcium ingéré va aller dans l'os puisqu'il permet la minéralisation osseuse, mais 1% du calcium ingéré va avoir d'autres fonctions, notamment la coagulation du sang. Il joue un rôle dans l'excitabilité neuromusculaire et il joue également un rôle parfois comme cofacteur enzymatique, voire hormonal. Pardon. Alors, les apports sont souvent insuffisants, surtout chez l'adolescent, et puisque à cet âge-là, les besoins sont maximaux, et donc il faut justement viser cette tranche d'âge, donc apporter ce qu'il faut. Alors, je passe au phosphore, qui est également un minéraux, un minéraux qui est essentiel. Lui aussi donc, joue un rôle prépondérant dans la minéralisation osseuse, et donc parce que 85% de ce qu'on consomme comme phosphore va dans l'os, et puis 15% du phosphore ingéré va rentrer dans la composition essentielle de toutes les cellules, notamment les nucléosides et les acides nucléiques. Il est un composant des membranes biologiques, notamment les phospholipides, et puis il est nécessaire donc à l'activation de nombreuses enzymes. Alors, pour le magnésium, là aussi, il est très, très important parce que c'est un cofacteur de plus de 300 enzymes. Il a un rôle dans la phosphorylation oxydative. Il a un rôle dans la transcription de l'ADN et la synthèse protéique. Il a un rôle également dans la transmission de l'influx nerveux et la contraction musculaire. Maintenant, si on cherche les chiffres, eh ben, l'enfant d'âge scolaire, si on prend le calcium, le phosphore et le magnésium, donc pour ce qui est donc du calcium et du phosphore, c'est au moins 800 mg par jour. Et pour le magnésium, c'est 150 mg par jour pour les enfants entre 4 et 9 ans. Pour entre 10 et 12 ans, c'est 1000 mg. Donc, il faut 1 g de calcium, 1 g de phosphore par jour et 300 mg par jour de magnésium. On passe aux besoins en oligo-éléments. D'abord, les oligo-éléments sont des substances biologiquement actives dont la concentration dans l'organisme est vraiment infime, donc elle est de 1 sur 10 000 selon le poids. Donc chez l'homme, il y en a 10 qui sont essentiels et indispensables, c'est le fer, le zinc, le cuivre, le fluor, l'iode, le sélénium et le molybdène, ainsi que le cobalt, le chrome et le manganèse. Si on parle donc du zinc, donc le zinc joue un rôle important dans la synthèse des protéines, dans le métabolisme des acides nucléiques, dans la synthèse des prostaglandines, il a un rôle antioxydant. Et en cas de carence, on aura des troubles de l'immunité, des lésions périorificielles, une chute de cheveux, un retard de cicatrisation, des diarrhées, ainsi que des troubles de l'odorat, du goût et une anorexie. Le fer, également très important. Donc, il a un rôle important dans de nombreuses fonctions, mais surtout, c'est un constituant des pigments donc des globules rouges, de l'hémoglobine, de la myoglobine et un constituant donc des enzymes. Et en cas de carence, bien entendu, c'est l'anémie ferriprine. L'iode, qui a un rôle dans de nombreuses fonctions biologiques, et en cas de carence, c'est l'hypothyroïdie. Il y a aussi le fluor et le cuivre. Le fluor qui est en concentration élevée dans les dents et en cas de déficit en fluor, on a donc les caries dentaires. Et le cuivre également qui est un composant essentiel de la céréoplasmine. Il est indispensable à l'intégrité de nombreux métalloenzymes, notamment les cytochromes, les superoxydes et les superoxydes dismutase et la tyrosinase. Et en chiffres, pour ce qui est donc de tout, de ce que je viens de citer, le fer, le zinc, le cuivre, l'iode, le fluor et le sélénium, donc les enfants d'âge scolaire, vous avez vu que donc pour le fer, il faut au moins 10 mg par 24 heures. Le zinc, c'est 10 mg par 24 heures. Le cuivre, c'est de 0,7 à 2 mg par jour. L'iode, c'est de 70 à 120 microgrammes par jour. Le fluor, c'est de 0,5 à 1 microgramme par jour. Et enfin, le sélénium, c'est de 20 à 30 microgrammes par jour. Pour les sels minéraux, on insistera surtout sur le sodium, le chlore et le potassium. Il faut un équivalent de 1 à 2000 équivalents par kilo et par jour. Ce sont des minéraux qui sont indispensables pour le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre physiologique des liquides intra- et extracellulaires. Donc, il faut remplacer donc les pertes obligatoires, c'est-à-dire la sudation, les pertes urinaires et fécales. Ils assurent la croissance. Le sodium est bien entendu le principal cation extracellulaire et le potassium est le principal cation intracellulaire.
Pour ce qui est des vitamines, ce sont des substances organiques essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Elles n'ont aucune valeur énergétique. Seule la vitamine D est synthétisée par l'organisme. Donc, toute privation d'apport conduit à un syndrome de carence. Donc, ils interviennent dans de nombreuses réactions biochimiques et métaboliques. Donc, deux classes de vitamines doivent être individualisées. C'est bien entendu les vitamines liposolubles, donc ADEC, et les vitamines hydrosolubles, la vitamine C et la vitamine B dans ces différentes formes. La vitamine K est bien entendu importante. Elle rentre donc, elle a un rôle dans la synthèse des facteurs de la coagulation. Et on sait tous que la synthèse est insuffisante à la naissance. Et donc, il faut supplémenter les enfants à la naissance par la vitamine K pour éviter les syndromes hémorragiques connus à la période néonatale. La vitamine D a un rôle fondamental pour l'absorption du calcium au niveau intestinal. Donc, les besoins sont importants au cours des 2 premières années de la vie. Les réserves du nouveau-né donc, dépendent de celles de la maman. Et bien entendu, on sait que le lait maternel contient peu de vitamine D. Chez les enfants donc non allaités également, même si les préparations donc, pour le sang contiennent un peu, mais ça reste insuffisant. Et actuellement, ce qu'on a vu que dans le nouveau programme, donc autrefois on supplémentait à 1 mois et à 6 mois, maintenant on a ajouté encore une dose à 6 mois, à 1 an et une autre dose à 18 mois pour éviter justement ces carences. Et bien entendu, on fait très souvent le dosage du 25 OHD pour voir si l'enfant est carencé ou pas lorsqu'on suspecte qu'il y a une carence pour justement supplémenter en conséquence. Alors, les apports vitaminiques, je ne vais pas tous les citer, chacune a un taux particulier, donc il faudra juste reprendre le tableau. Donc, pour conclure, en résumé, donc, il est crucial de veiller à ce que les enfants d'âge scolaire aient une alimentation équilibrée, riche en nutriments. Cela soutient non seulement leur croissance physique, mais aussi leur bien-être émotionnel et cognitif, et encourageant des habitudes alimentaires saines dès le jeune âge. Et je vous remercie.